Bonjour Boris Cyrulnik et merci de nous accueillir chez vous. C'est un vrai honneur pour la Fondation April de partager ce moment privilégié autour des aidants. Du coup, Boris Cyrulnik, j'ai envie de vous poser comme question en premier, si vous deviez expliquer ce concept particulier de résilience à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, que lui diriez-vous? Il n'y a pas de définition plus simple, plus logique et plus bébête que la résilience. On a un traumatisme dans la vie, dans l'enfance, individuel ou social, la guerre, ou familiale, la maladie d'un membre de la famille qui nous déchire. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on se laisse rendre prisonnier de la souffrance, prisonnier du passé, et on arrête de vivre, ou bien on cherche en nous et autour de nous les facteurs de protection qui vont nous permettre d'affronter la souffrance et de la surmonter, de reprendre un autre type de développement. C'est la définition de la résilience. Et alors, dans le cas des aidants, ce qui est particulier, c'est que l'expérience traumatique, elle naît finalement de la souffrance de l'autre, de l'aider. Donc, est-ce que ça fait des aidants des résilients, pas comme les autres? Alors chacun résilie ce débat comme il peut, il n'y a pas une cause unique, mais c'est vrai que la situation des aidants illustre ce qu'on appelle le traumatisme chronique. Le traumatisme, quand il est insidieux, il y a un avant et un après. Alors, justement, avec cette particularité-là de ce traumatisme insidieux, on a quand même beaucoup d'aidants qui soit nient leur souffrance, soit la minimisent. Et en quoi ça peut empêcher justement le processus de résilience de se mettre en place? Alors le piège de la pensée, c'est ce que vous avez dit, c'est le déni. Je sais ce qui se passe, c'est rien, je vais y arriver, c'est pas grave. Et si, on est privé de liberté, on est privé d'alternance. L'alternance donne la vie, le rythme donne la vie. Il y a un moment où il faut se consacrer aux autres, et il y a un moment où il faut se repersonnaliser. Il y a un moment où il faut travailler, il y a un moment où il faut se reposer. Quand il y a un rythme, on tient le coup, on affronte des tas de situations parfois très dures. Et si on dénie, mais c'est pas grave, je vais y arriver, mais ça n'existe pas, c'est pas grave. On se laisse prendre et on est usé, on ne voit pas venir l'usure. C'est pour ça que je dis que ces traumatismes insidieux sont souvent plus délabrants que certains traumatismes aigus. Et comment on peut réussir à convaincre, si tant est qu'on puisse, hein, un aidant qui s'ignore, qui minimise sa souffrance, que justement ces moments de répit sont essentiels pour faire face? Alors, il ne faut surtout pas chercher à le convaincre, parce que lui, elle, souvent elle, un peu plus que lui, euh, a mis en place ses propres mécanismes de défense. Je vais y arriver, c'est rien tout ça, et il se laisse faire. Je pense qu'il faut autour agir sur les récits d'alentour, récits des infirmiers, des médecins, des voisins qui racontent ma femme avait un Alzheimer, mon mari avait un cancer, qui racontent voilà comment j'ai surmonté, et ce sont des récits qui vont faire prendre conscience au sujet, mais c'est mon cas. Si vous cherchez à le convaincre, vous allez provoquer des réactions de défense. Il va chercher à s'opposer à vos arguments. Donc souvent en cherchant à convaincre les gens, on aggrave leur mécanisme de défense. Alors qu'en mettant des récits alentours, récits familiaux, récits quartiers, et surtout récits culturels, l'art, le cinéma, la littérature, les témoignages, les réflexions, à ce moment-là, beaucoup d'aidants qui ne se rendent pas compte qu'ils se laissent prendre par la maladie de l'autre, et s'ils se laissent prendre par la maladie de l'autre, c'est souvent parce que l'autre est une figure d'attachement. Et que si on lui disait laissez tomber l'autre, il le prendrait très mal. Il ne serait plus un aidant, il a besoin, pour sa dignité, il a besoin de s'occuper de l'autre. Et s'il le fait mal, s'il aide à ses détriments, un jour ou l'autre, il va casser. Donc je pense que c'est l'art, la culture, les journalistes, les fabricants de mots publics qui doivent raconter des histoires jusqu'au moment où ça arrivera dans l'âme de l'aidant qui dira mais tiens, il faut que je m'occupe un peu de moi aussi. Vous avez évoqué cette question du lien à l'autre, à l'aider. Et justement, dans cette relation entre l'aidant et l'aidé, qu'est-ce qui se joue? Quelle est la part de l'obligation morale, du regard de l'autre et de l'amour? Alors, l'attachement joue un rôle majeur dans la motivation des aidants.
Je ne peux pas voir souffrir les gens que j'aime en continuant à jouir de la vie. Si les gens que j'aime souffrent, mon empathie fait que je vais prendre une partie de la souffrance, de leur souffrance, et que je me sentirai mieux si je les aide. J'ai fait ce qu'il fallait, je suis fier de moi, ça a été un effort, ça a été un renoncement à beaucoup de plaisirs de la vie, mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais été encore plus mal. Je ne suis pas bien, j'ai accepté une amputation d'une partie de ma vie, mais si je ne l'avais pas fait, je serais encore plus mal. Et on voit que les gens qui refusent de faire ce travail, ceux qui pratiquent le déni par exemple, très souvent, lorsque l'aidé va mal, meurt ou s'aggrave, l'aidant est culpabilisé. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Et à ce moment-là, l'aidant le paye très cher, il a des comportements d'expiation. Comme nous, quand on se sent coupable, on se frappe. Ah, on se frappe, je me donnerai des coups, je m'en veux, voilà, je m'en veux. Et à ce moment-là, ça fait des comportements d'échec. Vous parliez tout à l'heure aussi des figures d'attachement ou des liens d'attachement. Quand la Fondation April étudie depuis de nombreuses années les aidants, qui ils sont, et on voit qu'en fait les situations, les liens familiaux en tout cas sont extrêmement divers. On peut avoir un enfant qui aide ses parents, un parent qui aide son enfant, des frères et sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes, etc. Donc, et souvent la situation fait que le lien familial peut être inversé. L'enfant qui va prendre soin de sa mère, lui changer ses couches, lui donner à manger, ou la petite sœur qui prend soin de son grand frère et qui du coup endosse quelque part un rôle d'aîné. Tout ça, ça vient bouleverser les liens familiaux. Comment ça tient ou comment ça tient pas, tout ça? Alors ça bouleverse les liens familiaux, mais ça n'améliore pas le développement des enfants qui deviennent adultes trop tôt. La fonction d'un enfant, c'est d'apprendre à vivre. Dans un premier temps, on dépend de sa mère, et c'est pour ça que l'adolescence est un moment nécessaire, parce que c'est pas toujours facile, mais c'est le moment où on cesse de dépendre de sa mère, parce que l'apparition du désir sexuel fait qu'il faut partir, parce que la fierté de devenir indépendant socialement, il faut partir. Et lorsqu'un enfant prend en charge sa mère vulnérable ou son père vulnérable pour des raisons physiques, psychiques, accidentelles, etc., l'enfant le fait, tout le monde est ému et l'enfant paye trop cher. Il faut qu'il y ait un système, pas seulement un enfant, un système qui fait autour de la famille, autour de l'aider, pour que l'enfant puisse participer à l'aide, mais ne pas se sacrifier, ne pas se consacrer à l'aide. Et on voit notamment dans les situations, dans les pays en guerre ou en très grande pauvreté, on voit que beaucoup d'enfants deviennent adultes trop tôt. Ça les rend anxieux et surtout, ça arrête leur développement. Donc c'est un groupement, c'est un système qui va protéger les enfants, qui va protéger aussi l'aidé. Et quelle est la place justement de... Parce que parfois les relais n'existent pas au sein de la famille ou de l'entourage propre. Donc ça, ce que vous venez de dire suppose qu'on puisse trouver des relais ailleurs. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe justement pour des aidants qui souvent ont déjà du mal à se vivre et à se reconnaître comme aidants? Comment ils peuvent justement aller chercher ailleurs ou aller trouver plutôt peut-être ailleurs ces ressources? C'est pour ça, et c'est pour que les aidants puissent être aidés et trouver des ressources extérieures à eux-mêmes, qu'il faut proposer un système d'ouverture. La famille close, c'est celle qui provoque le plus de dégâts affectifs, sexuels et sociaux. Une famille doit être ouverte. Et elle doit être ouverte avec des amis, avec, si possible, un métier, avec des activités culturelles et avec des relais d'aide si on a besoin de se consacrer à un membre de la famille. Et ça, c'est à la culture de l'organiser. L'aidant qui se retrouve avec un enfant qui a une maladie génétique ou un accident de naissance, ou avec une personne âgée ou cancéreuse, et les raisons de souffrir ne manquent pas, si la famille est close, l'aidant est prisonnier. Si la famille est ouverte, et ça c'est culturel et social, il faut proposer à l'aidant un lieu de rencontre par semaine pour que les groupes d'aidants puissent se conseiller entre eux. Il faut qu'il y ait un groupe de bavardage.
et on se donne des conseils, et on dépiste quelque chose, parfois de plus grave, et là, bien sûr, il faut un professionnel. Mais la plupart du temps, le bavardage amical se suffit. On se donne des conseils, tiens, moi je prends ce linge, tiens, je demande conseil à cette infirmière, je prends cette crème. Ces bavardages suffisent, mais en cas de problème, il y a un professionnel. Donc là, c'est à la culture municipale et, et sociale générale d'organiser ce type de relation. Alors justement, là, vous parlez de la nécessité de ces bavardages. Tout à l'heure, on parlait de l'importance du récit. Le dispositif Parole d'aidant de la Fondation April permet justement aux aidants de venir déposer des témoignages sur alors, une plateforme web, évidemment virtuelle, mais on voit dès maintenant que voilà, un témoignage appelle un autre témoignage. Donc, en quoi finalement ce dispositif est un nouvel espace pour raconter son histoire, et en quoi c'est important de se raconter? Alors, c'est un dispositif important, mais il faut distinguer la parole parlée et la parole écrite. Dans la parole parlée, il y a une interaction, c'est-à-dire que quand je parle, si vous hochez la tête, sans dire un mot, vous participez, vous êtes co-auteur de mon discours. Donc, alors que si vous froncez les sourcils ou si je vais faire un autre discours, donc vous êtes co-auteur de mon discours même si vous ne dites pas un mot. Alors que dans la parole écrite, je fais une plongée intérieure, je m'adresse au lecteur idéal, celui, celle qui saura me comprendre, et je fais un travail de réflexion, alors que dans la parole parlée, c'est un travail d'interaction. Les deux sont importants, mais ça n'a pas le même effet psychologique. Dans la parole parlée, l'attachement se tisse, alors que dans la parole écrite, l'approfondissement se creuse. Je comprends mieux en écrivant, je m'exprime mieux, je cherche les mots, je rature, je recommence. Le travail, l'élaboration de la parole écrite est différente de l'interaction de la parole parlée. Dans la parole parlée, c'est plus spontané, ça tisse le lien, elle m'a compris, ça tisse le lien, mais dans la parole écrite, j'approfondis, j'analyse mieux, je cherche à comprendre, et puis surtout, quand j'ai produit un écrit, j'ai l'impression d'avoir objectivé quelque chose qui était au fond de moi et que j'ai mis hors de moi. Et en quoi le fait de passer par cet écrit permet aux aidants de finalement de s'acheminer peut-être, ou de démarrer, je ne sais pas, un processus de résilience par rapport à ce qu'ils vivent? Mais bien sûr, la parole parlée peut déclencher un processus de résilience à condition de ne pas en faire une récitation morbide. C'est-à-dire que si on passe son temps à raconter ce qui ne va pas, les mots font saigner la mémoire. Ça ne va pas, je suis malheureux, malheureuse, je ne fais que ça, et on est de plus en plus mal. Mais si dans la parole interactive, dans la parole parlée, on cherche à comprendre, elle va me comprendre, je suis plus seul au monde, elle m'a compris, je me sens mieux, je reviendrai pour travailler la parole avec elle. Même raisonnement pour la parole écrite, si je rumine, je vais être de plus en plus mal. Si je raconte que mes souffrances, mais si je cherche à raconter ce qui allait bien dans mon passé, mes facteurs de protection, ce qui allait bien, ma bonne relation que j'avais avec mon père ou ma mère qui actuellement sont en grande difficulté. Donc la parole parlée est importante à condition que ce ne soit pas une rumination ou une vengeance, et la parole écrite est peut-être encore plus importante à condition que ce soit une élaboration et non pas un récit stéréotypé des souffrances. Là, tout à l'heure, vous parliez de la richesse ou presque même de la satisfaction qu'un aidant peut ressentir. Dans les études que la Fondation April mène, ça ressort, mais ça ressort de manière très timide de la part des aidants. Ça ressort même parfois avec une certaine honte de trouver de la richesse, de l'enthousiasme même dans la relation d'aide. Qu'est-ce qui se joue là justement dans ce paradoxe en fait? Alors, ce n'est pas l'acte qui importe d'aider, c'est la signification de l'acte. Si avant que ma femme, mon père ait une maladie d'Alzheimer ou un cancer, quelle relation j'avais avec elle? Quel facteur de protection j'avais en moi? Est-ce que avant qu'elle tombe malade, est-ce que si j'avais acquis des facteurs de protection, je savais parler, on bavardait souvent tous les deux, on était entouré par une famille ouverte, on sortait, on partageait beaucoup d'activités, je garde un bon souvenir.
Ce souvenir du couple s'est imprégné biologiquement dans ma mémoire, et quand il, elle tombe malade, je garde en moi ce souvenir de bonheur passé. Et je ne peux pas ne pas m'en occuper, j'éprouve même un certain plaisir à m'en occuper. Mais il peut y avoir des plaisirs coupables aussi, c'est-à-dire que je peux très bien avoir honte d'avoir besoin qu'elle soit malade. Quand j'étais praticien, j'ai eu à accompagner, je pense particulièrement à une femme qui avait été incroyablement maltraitée par sa mère. Et sa mère démarre un Parkinson associé à une démence, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour la première fois de sa vie, c'est elle qui gouvernait sa mère. Et elle avait, cette femme qui avait été très maltraitée par sa mère dans son enfance, se consacrait entièrement à sa mère. Et elle avait une consécration un peu ambivalente. Elle faisait ce qu'il fallait, elle l'aidait, mais elle lui faisait bien sentir que désormais c'était elle la dominante. Donc il y a souvent une manière d'aider qui peut être dominante, et ça, l'analyse linguistique pourra le trouver. Donc il n'y a pas qu'une manière d'aider, hein. Les aidants sont gentils, les malades sont lourds, bon, c'est des adjectifs trop vite attribués, hein. Donc si avant qu'elle tombe malade, j'avais acquis les facteurs de vulnérabilité, je parle mal, je suis seul dans la vie, j'ai un petit diplôme, donc un petit métier, donc un logement médiocre, bruyant, en hyperdensité, je ne me repose jamais. La maladie de ma mère s'ajoute à ça. Je suis usé, j'en peux plus. Donc ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes passées, actuelles, qui permettent de prédire un processus de résilience ou de non-résilience. S'il y a trop de facteurs de vulnérabilité, si la situation est trop dure ou trop usante, la résilience sera de mauvaise qualité. Mais si avant l'épreuve, j'ai acquis les facteurs de protection, dans mon enfance, dans mon lien avec elle, je vais affronter cette épreuve, je vais ouvrir ma famille pour ne pas être seul, pour me faire entourer, et je sais que je vais mieux l'aider sans me sacrifier. Et là, on pourra parler de résilience. À vous entendre, j'ai envie de vous poser une autre question, c'est la question de comment est-ce qu'on peut faire pour offrir encore davantage d'espace pour justement dire sa vulnérabilité d'aidant dans la société actuelle. Il y a dire sa vulnérabilité dans le cercle familial, dans l'entreprise, dans la société. Comment est-ce qu'on peut ouvrir les espaces? Alors jusqu'à récemment, notre culture n'acceptait pas qu'on dise la vulnérabilité. C'est un signe de faiblesse. Donc un homme, une femme en situation de vulnérabilité se taisait et elle souffrait en cachette. Donc elle ne pouvait pas évoluer. Elle ruminait, elle ressassait, elle s'identifiait à la blessure, elle plus, s'identifiait à la blessure et disait « je l'ai entendu, je ne suis qu'une femme ». Je l'ai entendu ça. Les jeunes femmes ne le disent plus. Ça veut dire que notre culture a changé et qu'aujourd'hui, on peut dire j'ai été faible parce que dans mon enfance, parce qu'avec cet homme, avec cette femme, parce que la guerre, parce que la précarité sociale, parce que la vie, j'ai été faible, mais je vais chercher en moi et autour de moi des facteurs de protection qui vont me permettre de tenter un nouveau développement. C'est la définition de la résilience. Parce que notre culture a changé et maintenant, la personne, on sait qu'on est tous vulnérables, on a tous notre moment et notre part de vulnérabilité, mais on sait aussi que de mieux en mieux, comment on peut surmonter notre vulnérabilité, ou même comment on peut en profiter pour se développer mieux, tout en continuant à mieux aider. Vous m'avez invité à parler de l'écriture, mais le cinéma joue un grand rôle, en montrant comment les trisomiques, par exemple, on avait honte des trisomiques qui sont gentils mais très lourds. Un trisomique agressif, c'est très rare, mais c'est très lourd pour la famille et surtout pour la mère, parce qu'en plus, ils s'attachent, et on s'attache à eux. Et donc, on les aide bien, mais à un prix qui dépersonnalise beaucoup l'aidant. Or, pendant très longtemps, c'était la souffrance muette. Grâce au cinéma, grâce aux psychologues, la réflexion, beaucoup de familles de trisomiques ou d'autres difficultés avouent ben voilà, c'est difficile, j'aimerais bien faire autre chose.
et on les aide mieux, et du coup, un aidant aidé aide mieux l'aider. Et alors justement, si vous aviez un mot à dire à ces aidants qui nous regardent et qui nous écoutent, ce serait quoi? Militer contre la solitude. C'est la solitude qui est le principal facteur de vulnérabilité. Neurologique, dans la solitude, on voit que le cerveau fonctionne mal. Dans le travail de la parole dans la solitude n'est que rumination, elle n'est pas élaboration. C'est la simple rencontre bébête, un apéritif, une discussion, qu'est-ce que tu penses de ce livre, qu'est-ce qu'on se sent mieux après. C'est parce qu'on a établi une relation affective et que notre tranquillisant naturel, c'est la relation affective, c'est la relation familière. Bavarder avec quelqu'un qu'on aime bien, c'est le meilleur des tranquillisants. Merci beaucoup pour cet échange. C'était un vrai plaisir. C'est moi qui vous remercie d'être venu de si loin. Et merci pour la fondation et au nom des aidants. Merci de me dire merci.